Bonjour et bienvenue à cette conférence, 7 clés pour prendre soin de soi, une conférence donnée pour les collaborateurs du groupe Crédit Foncier, une conférence donnée le 16 juin 2020 en visioconférence. Je suis Gilles Payet, je suis formateur, coach, auteur, éditeur et conférencier. Et je vous propose d'aborder cette conférence en 4 temps. Tout d'abord, de nous poser la question de ce que signifie le prendre soin de soi, pourquoi le faire, comment le faire, et je terminerai cette conférence avec 15 exercices de soin de soi sous différents angles. Ça ne vous a pas échappé, le contexte dont on ressort à peine a été un contexte donc de confinement, de déconfinement, avec cette menace de reconfinement, une période pendant laquelle le soin de soi est remonté en flèche sous la forme de formules: prends soin de toi, prenez soin de vous, prenons soin de nous. Et une période pendant laquelle de nouveaux gestes sont apparus sur ce soin de nous, des gestes barrières, et où le soin a été très associé et toujours encore très associé à la santé physique. Le fait de prendre soin de soi, mais pour éviter, pour être parfois dans une situation de survie avec cette menace de maladie et parfois cette menace mortelle. Mais que signifie prendre soin de soi? Lorsqu'on se pose la question sémantique de l'origine, de la signification de chacun de ces trois groupes de mots, prendre, soin, de soi, eh bien on s'aperçoit que le verbe prendre est un verbe très actif. Il vient du latin prendere qui signifie saisir, saisir au sens de saisir avec la main, donc un acte volontaire. Le soin renvoie à deux notions et vient du latin, encore une fois, du latin somniare qui signifie songer, songer à, avoir une attention pour quelqu'un, pour soi-même ou pour les autres. Et ça signifie également soigner. Et lorsque l'on creuse encore, on s'aperçoit que dans l'ancien allemand, dans le germanique, eh bien, le soin est associé au terme de souci, se soucier des autres, se soucier de soi, le souci dans la version positive. Et puis le de soi ou le soi. Le soi, c'est le pronom personnel, c'est le rapport à soi tout simplement. Alors prendre soin de soi, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on fait la synthèse de ces trois mots, on retient que le prendre est une action volontaire, une décision individuelle, et sans laquelle, si on n'opère pas ce changement, on ne peut pas avoir de soin de soi. Il n'y a pas de soin de soi sans changement, sans décision de changement. Alors, est-ce que le soin de soi est de l'égoïsme? Vous voyez, si j'enlève les lettres, le N, le D, il reste soi et soi. On pourrait se poser la question si le soin de soi est une démarche égoïste. Je ne le crois pas. Je crois que fondamentalement, le soin de soi revient à trouver sa place, être la pierre dans l'édifice, soit par rapport à soi, sa relation à soi, soit par rapport aux autres qui nous entourent, et puis de définir sa place également dans le monde, dans son rapport au monde. Et la question du soi renvoie à la question de savoir qui je suis et qui je ne suis pas. La relation aux autres me fait poser la question de savoir dans les autres qui sont ceux que j'aime et ceux que je n'aime pas. Et dans ma relation au monde, eh bien, ça me fait poser la question des valeurs, des repères qui m'animent, et puis de celles et ceux que je fuis ou que je combats. L'enseignement de ces premières réflexions nous révèle qu'il ne peut y avoir de soin de soi sans connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est le point de départ de toute réflexion sur le soin de soi. Socrate a popularisé cette maxime gravée sur le seuil du temple de Delphes, qu'il a reprise en fait. Cette phrase, souvent on pense que c'est une phrase qui a été écrite par Socrate, mais en fait il l'a reprise, il l'a popularisée. Et la phrase entière, c'était « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Le précepte, l'enseignement, la suggestion forte de Socrate, voilà, c'est de penser et d'avoir conscience qu'il n'y a pas de vie heureuse sans connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est ce qui nous permet de savoir ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, de savoir quelles sont
les environnements favorables pour notre vie et les environnements défavorables pour notre vie. Et ainsi de guider nos choix, de guider nos pensées, de guider nos actions pour prendre soin de nous. Prendre soin de soi, c'est donc se connaître et de se poser la question qui suis-je au fond, en tant qu'être humain, en tant que professionnel également, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'enfant, en tant qu'ami, en tant que collaborateur. Qui suis-je? Qui suis-je avec mes forces et mes faiblesses, avec mes qualités et mes défauts, avec mes compétences et mes incompétences? Qui suis-je avec mes connaissances et mes non-connaissances? Qui suis-je avec mes réussites et mes échecs? Et puis de se poser la question de savoir ce que j'aime, ce que je n'aime pas, les personnes que j'apprécie et puis les autres, les environnements favorables que j'évoquais et ceux qui ne me conviennent pas. Et au fond, ce questionnement introspectif de savoir qui je suis au fond me permet de savoir ce qui est bon pour moi et d'éclairer mes choix et mes décisions. Se connaître, c'est donc connaître ses environnements favorables. Il y a un outil en coaching qui est remarquable, je trouve, qui est le schéma de l'ikigai, dont je vous propose une lecture très personnelle. L'ikigai nous enseigne qu'on peut décider dès aujourd'hui de choisir, de placer plus de temps de vie sur des pensées et des actions à la fois que j'aime, pour lesquelles j'ai de l'envie, pour lesquelles j'ai du plaisir, donc d'être guidé par le plaisir, mais également pour lesquelles j'ai une valeur ajoutée, pour lesquelles je suis talentueux ou talentueuse, pour lesquelles je suis compétent ou compétente. Mais ça ne suffit pas. Si vous pouvez rajouter cette troisième strate qui vous nourrit en plus, alors vous nourrir vous rétribue en termes de salaire, bien sûr, en termes de rémunération financière, mais pas que. Il y a plein d'autres moyens de reconnaissance. Vous pouvez être heureux, aimer ce que vous faites, être très compétent ou compétente pour ce que vous faites, et en plus avoir une rétribution qui consiste à être satisfait du sourire ou du plaisir ou de la progression que vous pouvez faire en tant que manager par exemple, ou en tant que formateur, ou en tant que dans l'exercice de votre métier, ou dans l'exercice parental aussi. La rétribution d'actions parentales positives, constructives, c'est de voir votre enfant sourire, s'épanouir, etc. Ce qui n'est pas une rétribution financière, mais c'est une autre reconnaissance de votre action. Et puis si vous pouvez rajouter ce quatrième champ qui est l'utilité, pour la société, l'utilité pour le monde, eh bien vous aurez matché les quatre étapes, les quatre champs de l'ikigai. L'ikigai en japonais, ça signifie joie de vivre ou sens de la vie. Et encore une fois, cet ikigai vous donne le cœur finalement et peut-être un guide pour à la fois choisir des métiers, choisir des situations professionnelles, choisir des équilibres personnels également. Et encore une fois, l'ikigai nous enseigne que si on place des temps de vie sur des choses que l'on aime, pour lesquelles on a une vraie valeur ajoutée, une vraie compétence, un vrai talent, qui en plus vous rétribuent d'une façon financière ou autre, et qui en plus sont utiles au monde, c'est-à-dire font progresser la société, améliorent la société d'une façon ou d'une autre, eh bien vous serez sur la voie du prendre soin de vous et d'une vie plus heureuse, bien sûr. Mais alors pourquoi prendre soin de soi? C'est vrai, après tout, on pourrait se poser la question, bon ok, c'est bien joli tout ça, Gilles Payet, il est bien gentil de nous dire tout cela, mais bon, au fond, moi, si je prends pas soin de moi, j'ai quand même une vie, voilà, je gagne de l'argent, j'ai des enfants, j'ai un boulot, ça va à peu près, et puis ma vie finalement, elle est pas si moche que ça, elle est pas si mauvaise ou si négative que ça, bon, pourquoi prendre soin de moi? Le soin de soi vous permet plein de choses, bien sûr. C'est sans doute, en tout cas, c'est une promesse. À mon avis, c'est pas une promesse de Gascon. Je pense que c'est à peu près, il y a une corrélation entre les deux. Si vous prenez soin de vous, ben, vous avez sans doute la promesse de vivre en meilleure santé, d'être en meilleure forme physique, bien sûr. C'est aussi sur le fond d'exprimer le meilleur de qui je suis. Si vous êtes en forme, si vous prenez soin de vous, eh bien, tous les talents, toutes les qualités, toutes les prédispositions naturelles, vos compétences, vos aptitudes vont se révéler plus facilement. C'est aussi dans le même ordre d'idée d'être un citoyen du monde engagé,
En prenant soin de vous, vous êtes en forme, à la fois psychique, à la fois physique, et vous pouvez aller au-delà dans cet esprit du schéma Ikigai, de faire en sorte que vos actions, vos pensées éclairent le monde et la société. C'est aussi la promesse de vivre plus longtemps. C'est aussi la promesse de faire des choix éclairés, que de prendre soin de soi, d'être plus heureux, plus heureuse, d'être aussi en capacité, c'est important, d'aider les autres. C'est compliqué d'aider les autres si vous ne prenez pas soin de vous, si vous n'êtes pas vous-même en bonne forme psychique, en bonne forme physique. Donc c'est aussi cette promesse de prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres également. Et prendre soin des autres, c'est prendre soin de soi également. Ça marche dans les deux sens. C'est également la promesse d'être plus serein, plus apaisé, moins stressé. C'est se faire plaisir. Prendre soin de soi, c'est se faire plaisir. C'est entretenir aussi sa forme psychique, bien sûr. Et puis, c'est prendre soin de soi, c'est généralement une démarche plutôt agréable. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour le côté motivation de la démarche de prendre soin de soi. Je vous propose dans cette quatrième partie 15 exercices, ouais, pas 1, pas 2, pas 7, 15 exercices. Ça va nous prendre un petit peu de temps pour prendre soin de soi sous différents angles. Un premier exercice que j'appelle le carnet de mes qualités. Là, vous avez sous les yeux une liste, je crois, de 96 qualités qui s'affiche. Si vous voulez retrouver cette liste, c'est très simple. Je suis éditeur d'un blog qui s'appelle questiondemploi.fr sur lequel j'ai conçu une liste de 206 qualités. Et je vous propose l'exercice suivant, c'est d'imprimer cette liste, donc que vous retrouverez sur ce blog questiondemploi.fr, ou sinon vous écrivez sur Google liste de qualités, et vous retomberez le premier lien que vous proposera Google, c'est cette liste de 206 qualités. Et je vous propose d'imprimer cette liste ou de la copier-coller sur une feuille Word, ensuite vous l'imprimez. Et puis vous allez cocher toutes les qualités que vous pensez avoir, un petit peu ou beaucoup, même si c'est une qualité que vous n'avez pas tout le temps. Bien sûr, on a rarement une qualité qu'on mobilise tout le temps. Donc dès qu'une qualité vous parle, vous la cochez. Donc sur les 206 qualités. Et ensuite, vous allez noter les qualités que vous avez cochées. Alors, un boulot normal sur cet exercice des qualités, c'est de cocher au moins 50-60 qualités. Hein. Ne ressortez pas d'une liste de 200 qualités en n'ayant coché que 4 ou 5 qualités. Vous en avez évidemment beaucoup plus et c'est vrai pour tout le monde. Donc vous cochez, ensuite vous notez de 1 à 10 les qualités. Je ne sais pas, par exemple, si je prends la qualité persuasif ou persuasive, qui est sur la 3e colonne, eh bien vous pourriez vous dire, oui, je suis quand même généralement assez persuasif, et allez, je me donne 6 sur 10 ou 7 sur 10. Donc vous notez, et ensuite vous prenez les qualités les mieux notées, les 10% ou les 20% de vos qualités. Vous voyez, si vous avez fait une liste, si vous avez coché 50 qualités, vous notez les 50, de 1 à 10, 10 étant cette qualité très forte pour moi. Et 20% de 50, ça donne 10, donc vous prenez les 10 les mieux notés sur les 50. Et ensuite, vous faites un troisième travail qui consiste à interroger votre mémoire. Alors, votre mémoire dans la petite enfance, dans l'adolescence, dans votre vie de jeune adulte et plus, si vous êtes plus âgé. Vous allez commencer à écrire toutes les histoires de votre vie dans lesquelles vous avez mobilisé cette qualité. C'est un exercice formidable pour vous réapproprier toutes les qualités qui sont en vous, mais souvent, on ne se rend plus compte de qui nous sommes, de quelles sont ces qualités. Et le fait d'aller puiser dans votre mémoire, c'est-à-dire dans des faits, l'expression de ces qualités, à la fois, je ne sais pas, dans un univers professionnel, dans un univers parental, dans un univers en tant qu'enfant, en tant que sportif si vous pratiquez un sport, en tant que, je ne sais pas, dans le cadre d'une vie associative, enfin vraiment sous tous les angles, allez chercher, puiser dans votre mémoire. Cet exercice du carnet des qualités, vous pouvez le faire également sur des compétences, sur des réussites. C'est un carnet qui fonctionne, mais quand vous travaillez sur les qualités, faites que les qualités. Quand vous travaillez sur les compétences, faites que les compétences. Quand vous travaillez sur les réussites, faites que les réussites. Une petite différence sémantique parce que souvent il y a une confusion entre les qualités et les compétences. Les qualités s'expriment généralement, c'est vrai, on va dire dans 8 cas sur 10, plutôt par des adjectifs. Là, vous voyez, vous avez une liste qui n'est constituée, je pense, que d'adjectifs. Et puis les compétences, c'est plutôt des verbes. Hein, c'est des verbes d'action. Voilà, c'est la grande distinction entre les deux. Alors ça marche, je le dis, dans 8 cas sur 10, parfois il y a
Il y a des qualités, bien sûr, qui sont des substantifs, donc pas des adjectifs, mais des noms, etc. Deuxième exercice pour prendre soin de moi, c'est de faire... si je devais sauver un seul exercice sur les 15 exercices que je vous propose, ça serait celui-ci. C'est de faire la liste de vos besoins et de mettre en place un plan d'action pour les satisfaire. Premièrement, préambule, un champ de réflexion sémantique. C'est de bien distinguer ce qui est de l'ordre des besoins et ce qui est de l'ordre des désirs. Alors, c'est pas toujours simple pour les gens de distinguer les deux. Je vous propose une échelle de valeur entre guillemets. Les besoins, c'est ce qui est vital. C'est vraiment ce dont vous avez besoin, je dirais, pour vivre. Et les désirs, plus vous allez dans le bas des désirs, et plus vous êtes dans le superflu, c'est-à-dire dans des choses qui ne vous empêchent pas de vivre, qui vous procurent peut-être du plaisir, peut-être une satisfaction immédiate, mais ce n'est pas dans votre besoin. Voilà, c'est la grande différence entre les deux. Si je prends le thème de l'alimentation, j'ai besoin de manger, je ne sais pas, j'ai besoin de manger vraiment pour vivre, donc je vais me faire un plat qui va être constitué, je ne sais pas, de 2 pommes de terre, et d'une tranche de saumon ou d'un steak ou de ce que vous voulez en fonction de votre régime alimentaire. Le désir, ça serait d'aller chercher la viande, si c'est une viande qui a été produite, je sais pas, dans le Charolais, parce que vous avez ça, ou bien un saumon, un peu, si je reprends ces 2 exemples, viande-poisson, un saumon très cher, etc., parce qu'il était produit dans telles conditions, etc. On est plutôt dans l'ordre du désir. Pareil, si je prends l'exemple d'un téléphone, si vous avez besoin de téléphoner, un téléphone hyper basique suffira évidemment à combler ce besoin. Mais votre désir, ça sera peut-être d'acheter le dernier iPhone à 1300 ou 1400 euros, ce qui entre parenthèses me paraît complètement fou. Donc là, on est dans l'ordre du désir, d'avoir le dernier modèle, Samsung, iPhone, etc. Pour téléphoner. On est dans l'ordre du désir et non plus du besoin. Une fois que vous avez mis au clair cette définition entre vos besoins et vos désirs, eh bien commencez à faire cette longue liste des besoins. Besoin d'avoir des loisirs ludiques, besoin de briser ma solitude, besoin d'être reconnu, besoin de créer, besoin de gagner plus d'argent, besoin de me sentir utile. Quand on commence à faire la liste de ces besoins, en fait, elle est très très longue. On peut l'allonger, je dirais pas à l'infini, mais beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps à écrire cette liste de besoins pour vous. Et puis, vous noterez que donc, cette liste n'est pas exhaustive. Le dernier besoin de la liste, je l'ai mis en vert, c'est votre besoin. Et vous noterez que dans ces besoins, il y en a un tout particulier par rapport au sujet de cette conférence. Regardez en haut de la 3e colonne. Regardez ce qui apparaît. Besoin de prendre soin de moi. Et prendre soin de soi, ça n'est pas un désir, c'est un besoin. C'est un besoin parfois vital. On a évoqué le pourquoi du prendre soin de soi. Et vous pourriez dire, ok, je mets dans mes 5 besoins principaux le fait de prendre soin de moi. Et vous allez commencer à travailler autour de ce prendre soin de moi. Qu'est-ce que ça signifie? Et qu'est-ce que je mets en place? Quel plan d'action je mets en place pour satisfaire ce besoin de prendre soin de moi? 3e exercice pour apprendre et pour prendre soin de moi, c'est d'apprendre. Alors vous voyez que dans apprendre, il y a prendre aussi, c'est un verbe d'action, apprendre. C'est d'apprendre à bien me parler. Donc ça, c'est votre rapport à vous. On n'est plus dans le rapport aux autres, c'est dans votre rapport à vous. Et c'est pas physique, c'est pas psychique directement, mais c'est apprendre à bien me parler. Par exemple, au lieu de dire je suis nul, je me suis encore couché tard et ce matin je ne suis pas en forme du tout. Sans doute que ça vous parle, cette phrase, parce que ça parle à beaucoup de monde. Eh bien, vous pourriez dire, ce matin, je constate que je suis un peu fatigué. Ça, c'est factuel, vous voyez, il n'y a pas de jugement. Dans « je suis nul », c'est un truc terrible. Vous vous auto-mutilez seul. Là, voilà, ce matin, je constate que je suis un peu fatigué. C'est factuel. Je suis un peu fatigué, je le constate. Et je sais pourquoi. Voilà. Ça renvoie peut-être aux 3-4 séries Netflix que vous avez regardées hier soir et du coup ça vous a emmené sur 1 heure, 1h30, 2 heures du matin. Mais c'est pas grave, c'est vrai que c'est pas grave de se réveiller avec la tête un petit peu embrumée, c'est pas grave, ça sert à rien de dire je suis nul, etc. Je vais juste devoir être plus vigilante, plus vigilant qu'à l'habitude. Et ce soir, priorité à la récupération.
je mangerai léger, je me coucherai plus tôt avec un bon livre. Donc vous voyez, pas de jugement, être le plus factuel possible, le plus bienveillant vis-à-vis de vous, ça ne sert à rien de vous asséner des phrases assassines, et puis vous renvoyer sur un plan d'action. Ok, je suis fatigué, donc voilà, il faut que je sois plus vigilante, plus vigilant aujourd'hui, et ce soir, par contre, je me couche tôt, et un bon bouquin, et puis je m'endormirai tôt. Un corollaire de cet exercice numéro 3 sur apprendre à bien se parler, c'est aussi d'être sans pitié avec vos croyances limitantes. Le je n'y arriverai jamais, vous pourriez le transformer en je vais donner le meilleur de moi. Le je vais être ridicule, vous pouvez le transformer en je serai comme d'hab, professionnel et impliqué. Le ça ne marchera jamais, vous pouvez le transformer en je me donne toutes les chances de réussir. Le je ne peux agir seul, ou seul, avec un E final, ça devient je connais ma valeur, je connais mes compétences. Vous voyez, c'est plus factuel, c'est plus apaisé comme phrase, et c'est plus réel en plus. Vous avez plus raison de dire ça, je connais ma valeur et mes compétences, que la phrase précédente. La phrase il ne sera jamais d'accord, là vous projetez de façon complètement irrationnelle, vous projetez une issue négative à la réunion que vous allez avoir avec cette personne, il ne sera jamais d'accord. Vous dites mentalement, je lui donnerai tous les arguments pour prendre sa décision. Le que va-t-elle penser devient c'est sûr, elle sera intéressée. Le je suis nul devient je suis compétente. Le je suis nul devient je connais ma valeur ajoutée. Et le je ne ferai jamais aussi bien qu'elle devient ma proposition à plein d'atouts. C'est une des règles aussi du prendre soin de soi que je n'ai pas abordé dans les 15 exercices parce que la liste est plus longue, j'ai fait un choix. C'est aussi de ne pas ou d'arrêter de vous comparer aux autres sans cesse. C'est hyper destructeur. Voilà. Et quand vous vous comparez aux autres sans cesse, eh bien, vous êtes dans un flagrant délit de non-prise de soin de vous. Forcément, c'est destructeur de se comparer aux autres. Exercice numéro 4. Pour prendre soin de moi, c'est d'apprendre à dire non. Dire non, c'est rappeler que vous existez, que vous avez un champ de compétences défini, qui est le vôtre. C'est aussi vous protéger. C'est de mettre en avant aussi que vous avez des contraintes et puis parfois aussi des limites. Nous sommes tous des êtres vivants, donc des êtres limités en termes de compétences, de connaissances, de talents, de qualités. Et puis c'est aussi éclairer, lorsque vous dites non, c'est aussi éclairer votre interlocuteur sur les limites de sa demande et parfois sur les contradictions de sa demande. Alors, comment apprendre à dire non sans froisser votre interlocuteur? Parce que c'est ça l'enjeu, c'est pas de dire non pour rentrer en guerre. Ce non-là est c'est ce qu'on appelle l'assertivité. Arriver à exprimer ce qu'il y a au fond de vous, mais sans agresser l'autre, sans froisser votre interlocuteur. Je vous propose une méthode en 3 temps. Le premier temps, c'est de dire ce nom, de formuler son nom de façon audible. Tournez pas autour du pot, parce que si vous avez une formulation qui n'est pas claire, qui n'est pas audible, je ne vais même pas comprendre que vous me dites non. Donc mettez pas trop de précautions sur le non. Soyez poli bien sûr, mais soyez ferme. Expliquez le contexte, les contraintes, les priorités pour justifier ce non. Et puis si vous pouvez aller sur ce 3e temps qui est de proposer une solution, eh bien vos noms seront audibles. J'entendrai votre nom si vous respectez ces 3 temps. Alors un exemple de formulation, je suis désolé Marc, mais ça n'est pas possible. Voilà. Ça c'est une formulation de nom qui est audible. 2e temps, c'est l'explication. Pourquoi est-ce que vous dites non? Nous travaillons actuellement sur le dossier ABC qui doit être remis ce mardi avant 18 h. Et Marc connaît par cœur ou connaît la réputation de ce dossier ABC, qu'il sait être un dossier important et urgent et prioritaire. 3e temps de votre nom. Si cela est OK pour toi, je pourrais programmer ce que tu me demandes ce mercredi. Et vous pouvez même ajouter un élément favorable à l'acceptation de Marc, qui est de dire on pourra d'ailleurs aller vite, car l'équipe sera 100% disponible. C'est logique, puisque le dossier ABC aura été remis à 18 h. Voilà. Et là, vous avez un nom audible, un nom puissant. Voilà. Non NON, bien sûr. 5e exercice, c'est de vous couper des personnalités toxiques.
Alors, les personnalités toxiques, il y en a un paquet généralement quand on n'a pas fait le tri dans son entourage, dans la vie pro, dans la vie perso. Voilà, ces personnalités toxiques, c'est celles qui ne vous conviennent pas. C'est aussi celles qui vous rabaissent, celles qui vous jugent, celles qui vous dénigrent, qui ne vous encouragent jamais, qui râlent souvent, qui voient toujours le côté négatif des choses et qui critiquent sans cesse. Vraiment, le message doit être clair. Si vous voulez prendre soin de vous, coupez-vous de toutes ces personnalités toxiques. En parallèle, ça fait toujours partie de l'exercice numéro 5, allez rechercher les personnalités positives, celles qui sont drôles, celles qui sont bienveillantes, celles qui vous veulent du bien, c'est ça le sens du mot bienveillant, et puis allez chercher aussi les personnalités neutres. Quand ça va pas bien ou quand vous êtes en situation de stress fort, une personnalité neutre vous apportera du bien. C'est celle qui ne juge pas, mais c'est celle qui ne vous encourage pas non plus. Vous voyez, c'est les personnalités neutres. Ça fait du bien de côtoyer de temps en temps des personnalités neutres. Ça met au repos l'esprit et le corps. Voilà, alors ces personnes-là, c'est tout le monde, c'est tous ceux qui vous entourent, toutes celles qui vous entourent, c'est des amis, des voisins, ça peut être des inconnus dans le métro, dans la rue que vous croisez, ça peut être votre boulangère. Vous voyez, si votre boulangère a une personnalité particulièrement joviale ou qui représente pour vous des valeurs, je ne sais pas, de courage, de sens du travail, de priorité, je ne sais pas, sur l'accueil, sur la gestion des clients, etc. Donc si elle vous renvoie comment dirais-je, une image positive, eh bien, allez chercher votre baguette tous les jours auprès de cette boulangère et vous allez pendant 1 minute, pendant 30 secondes, le temps qu'elle vous serve, qu'elle vous fasse ce joli sourire, qu'elle vous donne ce petit mot encourageant, qu'elle vous pose la question, je ne sais pas, de savoir comment vont vos enfants, etc. Prenez cette minute quotidienne comme 1 minute presque de coaching. N'allez jamais envoyer du coup, si tel est le cas pour votre boulangère ou votre garagiste ou un médecin ou je ne sais pas, mais ne déléguez pas le fait d'aller chercher la baguette, allez chercher la baguette vous-même parce que ces 30 secondes à 1 minute vont vous faire du bien. Et vous prendrez soin de vous en allant chercher la baguette chez votre boulangère dans cet exemple-là. Voilà. Mais les personnes positives, ça peut être un médecin, ça peut être votre garagiste, ça peut être un collègue, un enfant, un conjoint, un prestataire, un partenaire de sport, bref, c'est des gens qui vous entourent. Exercice numéro 6 pour prendre soin de moi, c'est de voir le bon côté des choses et d'apprendre à identifier l'opportunité et pas seulement la contrainte dans ce que vous vivez. Si vous passez votre temps à ne voir que le côté négatif et que la contrainte, le côté contraignant des situations, vous ne prenez pas soin de vous. Voilà. Donc il faut rééduquer, je dirais, votre regard et le rendre plus réaliste, ce regard. Parce que le fait de voir toujours le côté négatif, en fait, vous vous trompez. Parce que la vie, elle n'est pas 100% négative. Et y compris dans les situations difficiles, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, il n'y a jamais 100% négatif. Il y a toujours des petites bulles, un sourire, un enseignement sur un blocage ou sur un échec, un enseignement à tirer pour être plus forte, plus fort, plus efficace pour les actions futures. Voilà, donc c'est de voir l'opportunité dans la contrainte. Il y a, pendant cette crise, c'est remonté. Alors moi, je connais ce double idéogramme chinois depuis longtemps, parce qu'en coaching, c'est quelque chose, c'est des éléments sur lesquels on travaille depuis longtemps. Mais sachez, si vous ne le savez pas encore, que le mot crise en chinois se dit weiji. Et le weiji est constitué de 2 mots et de 2 idéogrammes. Le premier idéogramme que vous avez à gauche, c'est le wei, qui signifie danger. C'est-à-dire la crise en chinois signifie danger. Donc là, on est sur la version, l'interprétation, je dirais, occidentale du mot danger, du point de vue sémantique. Et puis le deuxième idéogramme signifie opportunité. Donc c'est intéressant de penser qu'en chinois, le mot crise, je vous invite à vous inspirer de cela pour votre propre vie, que le mot crise, voyez, ou blocage, ou souffrance, renferme en lui-même cette bulle positive d'opportunité. Et du coup, c'est l'idée, enfin, si vous acceptez l'idée que cet écran, cet exercice numéro 6 ait du sens, vous pourriez systématiquement, c'est un jeu intellectuel assez intéressant à faire, mais d'essayer d'identifier dans toute situation de souffrance, de crise, de blocage, de vous poser la question de savoir où est l'opportunité. Voilà, c'est en tout cas le sens de cet exercice numéro 6 que je vous propose.
Exercice numéro 7, c'est là on touche au physique, on n'est plus au mental. C'est d'avoir une activité physique quotidienne et notamment de marcher. La marche, ça marche. La marche, c'est bon pour vos poumons, c'est bon pour votre cœur, c'est bon pour votre cerveau. Vous allez apporter de l'oxygène à votre cœur et à votre cerveau via vos poumons. Donc vous aurez une meilleure oxygénation de l'ensemble de votre corps et notamment de votre cerveau. Ça marche aussi pour l'ensemble de vos organes, y compris l'intestin. Le fait d'avoir une marche quotidienne vous fera améliorer sans doute votre transit intestinal. Et voilà, donc c'est vraiment super intéressant. Et je vous invite vraiment à avoir un temps quotidien de marche. Alors, je vous propose 3 exercices qui sont des exercices simples à mettre en place. Le premier exercice consiste, même si ça vous paraît peut-être bizarre, je ne sais pas, mais c'est de descendre si vous allez à votre travail ou à un lieu de rendez-vous, peu importe, ça marche dans toutes les situations, c'est de descendre, et si vous y allez en métro par exemple, ou en bus, ou peu importe, ou même en voiture, c'est de descendre une station de métro avant votre destination. Alors dans un univers parisien, de descendre une station de métro avant, ça va générer, allez, 7, 8, 9, au grand maximum, 10 minutes de marche. Vous voyez, c'est pas énorme. Et 10 minutes de marche à l'aller et au retour, ça fait déjà 20 minutes dans la journée. Mais c'est pareil si vous êtes en voiture. Pourquoi vous garer au pied? Nous, notre obsession d'hommes et de femmes modernes, c'est de nous garer évidemment le plus proche du lieu, ce qui est assez logique, mais dans une optique de soin de vous, et si vous voulez mettre la marche au cœur du soin de vous, du soin physique, eh bien, je vous invite à réfléchir à ça, à ne pas vous garer systématiquement devant l'endroit où vous allez. Mais c'est de prendre un petit peu de marge. Alors évidemment, il faut gérer le temps d'une façon différente, mais c'est de vous garer 400 mètres avant. Voilà, 400 mètres à pied à raison de 5 km/h. Vous voyez, ça fera quelques minutes de marche systématiquement. Deuxième exercice, c'est une sortie le soir, après le dîner, pendant entre 20 minutes et 1 heure. Alors 20 minutes et 1 heure, on va dire 45 minutes. Je reviens sur l'idée des séries à la télé, des séries sur Netflix ou ailleurs. C'est le temps d'un épisode. Vous voyez, si vous avez dans vos habitudes l'habitude de regarder chaque soir, je sais pas, l'équivalent de 3 séries, de 3 épisodes, ou même de 2 épisodes, eh bien vous allez troquer un épisode, peut-être un soir sur 2, allez, faites pas ça forcément tous les soirs, mais un soir sur 2. Vous allez enlever un épisode de votre programme. Donc vous allez passer de 3 à 2 épisodes ou de 2 à 1 épisode. Et vous allez le troquer par 45 minutes de marche dehors. C'est agréable en ce moment de marcher le soir. Voilà, donc vous pouvez faire ça. Et vous aurez plus de plaisir d'ailleurs, ça c'est une expérience vécue, à voir l'épisode en calant votre marche avant l'épisode, vous aurez plus de plaisir sans doute à voir l'épisode au moment où vous le visionnerez et après avoir fait ces 45 minutes de marche. Troisième exercice facile à faire, c'est d'intégrer dans votre quotidien systématiquement de bannir les ascenseurs. Alors sauf si vous avez 10 étages à faire évidemment, mais souvent c'est pas le cas, c'est 2, 3, 4 étages, parfois 1. Donc faites pas la queue devant les ascenseurs, prenez la porte avec les escaliers et puis montez tranquillement à votre rythme, sans vous essouffler, sans être en transpiration bien sûr, mais priorité aux escaliers. Le fait de marcher dans les escaliers, c'est juste un exercice cardio super intéressant à faire et vous le faites encore une fois à votre rythme. Toujours pareil sur cette activité physique quotidienne, c'est super simple, hein. Si vous n'êtes pas sportive, si vous n'êtes pas sportif, rien ne vous empêche de caler des exercices à la maison. Alors vous n'êtes pas obligé de commencer, vous voyez, par ce genre de position. Personnellement, elle me fait même mal, rien que d'y penser. Vous n'êtes pas obligé non plus de vous ruer sur du jogging si le fait de courir n'est pas dans votre quotidien, parce que courir, c'est pas si simple que ça, voilà, mais vous pouvez le faire dans un deuxième temps. Vous pouvez tout simplement faire des exercices, vous voyez, d'assouplissement. Vous pouvez aussi agrémenter ces exercices d'un poids. Alors là, vous avez un ballon, c'est dans la version gym, pilates et compagnie, mais vous pouvez remplacer le ballon par une bouteille d'eau remplie ou semi-remplie, voilà, pour avoir un poids supplémentaire. C'est assez simple de mettre en place ce type d'exercice physique chez soi. En plus, ça ne coûte rien.
Vous pouvez également, dans le même ordre d'idée de cette activité physique quotidienne, si vous n'êtes pas sportif ou sportif, vous laisser guider par une application. Il y a plein d'applications, à la fois de fitness, à la fois de yoga, à la fois de gym douce, voilà, sur les smartphones. Il y a des applications gratuites, il y a des applications payantes. Faites une recherche, voyez ce qu'on vous propose et soyez guidés. Alors, il y a de la musique, vous pouvez choisir le visuel souvent de votre coach, etc. Enfin, c'est super bien fait et ça vous permet de vous guider, de progresser, de vous donner des objectifs, d'être fier de vous parce que vous allez progresser. Vous verrez que vous respirerez mieux, que vous aurez une résistance physique plus importante. Vous verrez aussi que vous progresserez. C'est assez stimulant d'être sur des programmes où vous montez en niveau. Voilà, donc vous pouvez aussi, vous voyez, ça fait partie des choix possibles à notre époque, de vous laisser guider par une application sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Exercice numéro 8, c'est un exercice très puissant. C'est pour prendre soin de vous, l'expérience de vie qui est la mienne et l'expérience de vie en général montre que d'aider quelqu'un, un enfant, un parent, une amie, un voisin, une collègue, un collaborateur, une inconnue, vous procure énormément de bien en termes de reconnaissance de la personne. Parce que aider, c'est faire plaisir à quelqu'un. Donc vous sortez de vous, c'est plus vous faire plaisir à vous, c'est de faire plaisir à quelqu'un. Et que vous verrez sur le visage, vous verrez dans les mots, vous entendrez dans les mots de la personne que vous aidez des choses qui vous feront du bien. Donc, vous voyez, là on est sur la dynamique pour prendre soin de soi, c'est intéressant de prendre soin des autres. Donc aider, c'est se faire plaisir, c'est se sentir utile, c'est se sentir exister, et puis c'est valorisant. Donc je vous invite, si vous ne le faites pas, d'inscrire dans votre vie, d'inscrire dans votre emploi du temps des temps d'aide pour les autres. 9e exercice, pour prendre soin de vous, c'est d'avoir une réflexion sur votre alimentation. Alors il s'écrit tellement de choses contradictoires sur l'alimentation. Moi-même, je ne suis pas nutritionniste, donc je vais éviter de vous dire plein de bêtises sur le sujet. Je vous donne 5 points de repère sur cet écran. Le premier point de repère, c'est de manger varié. Vous voyez, dans ce conseil qu'on nous assène là, depuis plusieurs années, manger équilibré, etc. Bon, bah, c'est quand même manger tant de fruits par jour, tant de légumes. Bon, ça, c'est juste complètement, sinon impossible, c'est vraiment très difficile. Donc, soyez sur des objectifs réalistes et simplement de retenir de manger varié. Pas toujours des pâtes, pas toujours du riz, pas toujours des pommes de terre. Essayez de varier les choses. Voilà, juste varier les choses. Deuxième temps, ça c'est peut-être plutôt pour les garçons et pour les hommes, j'en fais partie et je suis dans cet excès-là aussi, c'est de manger plus lentement. Alors de manger plus lentement, ça permet à votre corps voilà, d'avoir une alimentation plus sur le fil du temps et puis ça permet aussi, et c'est là où c'est intéressant de manger plus lentement, ça permet à votre cerveau qu'il ait le temps, c'est ce qu'on appelle la satiété. La satiété, c'est l'information que le cerveau a sur le fait que votre corps est suffisamment nourri. Si vous mangez trop rapidement, cette information qui est envoyée à votre cerveau, quand grosso modo l'estomac est suffisamment plein ou que dans votre sang il y a suffisamment de nutriments liés à votre alimentation, eh bien c'est le temps, la satiété qu'il faut à votre cerveau pour prendre conscience de cela. Voilà. Donc si vous mangez, je dis une bêtise, mais si vous engouffrez, je sais pas, 1 kilo de pommes de terre je dis une bêtise, mais admettons en 3 minutes, donc vous mangez très très rapidement. Si vous mangez ce kilo en 1 heure, eh bien évidemment, à un moment donné de l'heure, votre cerveau va vous dire stop, j'ai assez de pommes de terre. Voilà. Donc, mais si vous le mangez en 3 minutes, il n'y a aucune chance qu'il ait le temps d'avoir cette information. Donc vous allez manger ce kilo de pommes de terre, ça sera évidemment beaucoup trop. Troisièmement, c'est dans les mauvaises habitudes que nous avons ou que l'on peut avoir, et ça ne concerne pas que nos ados, ça concerne beaucoup les adultes également, c'est de faire un trait sur le grignotage. Et surtout que le grignotage, alors si c'est vous grignotez un fruit ou quelque chose qui va bien, il n'y a pas de souci sur ce type de grignotage, mais le problème du grignotage, c'est que souvent on mange beaucoup de sucre. Que ça soit du chocolat, que ça soit des gâteaux, que ça soit, vous imaginez, vous savez ce que c'est que le grignotage. Voilà, donc c'est de supprimer le grignotage ou en tout cas de le réduire fortement. 4e point de repère, c'est d'éviter le plus possible la nourriture industrielle et c'est de la remplacer par des
ce qu'on appelle des circuits courts, c'est-à-dire les producteurs locaux, c'est idéal. J'ai mis le mot bio entre parenthèses parce que pour deux raisons. D'une part parce que sur le label bio, parfois on s'aperçoit que bon, le label est là, mais que la production voilà, est pas forcément bio. Et deuxièmement, petit bémol sur le bio parce que ça dépend aussi de notre capacité à acheter bio. Le bio est plus cher puisqu'il est moins productiviste, donc les coûts attachés à la production de nourriture bio sont plus élevés. Voilà, donc juste ces deux petits bémols-là. Mais globalement, retenez l'idée que dans chaque nourriture industrielle, il y a énormément d'additifs, il y a énormément de conservateurs, et globalement, il y a énormément de sucre, et c'est pas bon pour votre corps. Donc plus vous mangez de nourriture industrielle, et moins vous prenez soin de vous. C'est un peu l'idée. Vous voyez, c'est 4 à 5 points de repère que je vous proposais sur l'alimentation pour prendre soin de vous. 10e exercice pour prendre soin de vous, c'est de chouchouter votre sommeil. Alors quelques petits points de repère vous connaissez, mais ça va toujours mieux en les rappelant, ces points de repère sur le sommeil. C'est le repas léger le soir, c'est pas d'excitant bien sûr. Une chambre à 18 degrés quand c'est possible, c'est bien 18 degrés. Alors c'est pas toujours possible, vous habitez dans le sud en plein été, s'il n'y a pas de clim, vous les aurez pas les 18 degrés bien sûr. Mais c'est tendre vers ça, c'est un point de repère encore une fois. C'est des horaires plutôt réguliers, évitez de vous coucher à 1h du matin, puis à 10h, puis à 23h, etc. Votre corps a besoin de repères. Et dans votre corps, il y a votre cerveau aussi. Il y a une sorte d'horloge biologique intéressante pour favoriser un sommeil de qualité et avoir des horaires réguliers. C'est pas forcément à la minute non plus. Et on va dire que c'est peut-être à la demi-heure ou aux 20 minutes chaque soir à peu près d'avoir le même horaire de coucher. C'est évidemment, et là c'est compliqué dans notre époque, c'est zéro écran. Vous ne pouvez pas vous endormir avec des écrans. Encore une fois, la lumière bleue réveille dans votre cerveau le fait que il n'y a aucune raison de dormir. On est en plein jour. Cette lumière bleue des écrans vous dit que vous êtes en plein jour. Donc votre cerveau l'interprète de façon inconsciente, bien sûr, puisque vous savez de façon rationnelle qu'il est 23h30. Et si vous êtes dans votre lit avec des écrans, ordi, téléphone, etc., votre cerveau, lui, il pense que vous êtes en plein jour. C'est ça le truc. Toutes les études démontrent ça. Donc pas d'écran le soir. En plus, ces écrans, c'est plutôt excitant. La lecture, franchement, on a oublié ce que c'était que la lecture. On est en 2020 au moment où j'enregistre cette conférence. On a oublié que la lecture, c'était un truc absolument formidable pour favoriser le sommeil. Donc remettez la lecture si vous ne l'aviez plus, si vous l'avez oublié, si vous ne savez même plus ce que ce mot veut dire même, ou pour vos enfants, pour vous-même, pour vos parents. Remettez la lecture. La lecture, c'est un effort intellectuel et c'est pour ça que souvent, le soir, surtout si on a des journées bien remplies, le fait de lire nous endort assez rapidement. Voilà, au bout de la 2e, la 3e page, c'est dur. Du coup, vous posez le bouquin, vous éteignez et vous vous endormez facilement. La relaxation, ça peut aider bien sûr. La méditation, ça peut aider également. Et je vous propose, parce que j'aime être concret dans les conseils que je donne en tant que conférencier, l'exercice du sommeil. Alors, ce soir, je vous invite à tester cet exercice ce soir, là, dans votre lit, ce soir. Dans votre position favorite, qu'elle soit sur le côté, sur le dos, sur le ventre, enfin peu importe, votre position à vous, c'est forcément la meilleure position. Voilà, c'est votre position à vous. Les yeux fermés, vous visualisez les 7 lettres du mot sommeil, le S, le O, les 2 M, le E, le I et le L. Vous avez les yeux fermés, vous visualisez ce mot sommeil. Et je vous invite dans cette position, tout en visualisant le mot sommeil, à inspirer. Vous inspirez lentement, profondément, comme si vous inspiriez le sommeil. Et à l'expiration, vous diffusez le sommeil dans tout votre corps, comme si votre souffle était un souffle magique qui puisse diffuser le sommeil de la tête jusqu'à vos pieds, en passant par votre cou, vos épaules, vos bras, vos mains, votre poitrine, votre ventre, votre dos, votre bassin, vos cuisses, vos mollets, jusqu'à vos pieds. Et vous recommencez, vous inspirez tranquillement à votre rythme, comme si vous inspiriez chaque particule de sommeil, du mot sommeil. Et à l'expiration, vous diffusez le sommeil dans tout votre corps. Voilà, et puis vous poursuivez ce cycle respiratoire que j'ai appelé l'exercice du sommeil. Je vous invite, si ce thème du sommeil vous intéresse, à aller sur un site que j'anime, puisque dans les métiers que j'exerce aujourd'hui, donc métier principal, c'est d'être
coach, formateur et conférencier pour les entreprises. Mais je suis également sophrologue pour jeunes en situation d'apprentissage. Je déduis mon art de la sophrologie aux jeunes, collège, lycée, post-bac. J'édite et j'anime un site qui s'appelle sophroschool.fr sur lequel je mets chaque semaine des exercices nouveaux pour apprendre à gérer le stress, pour apprendre à se concentrer, pour apprendre à mieux dormir aussi. Donc vous retrouverez cet exercice du sommeil, mais également d'autres exercices et je vous invite donc à explorer toutes les ressources de ce site sophroschool.fr. 11e exercice pour prendre soin de moi, c'est de vous fixer des objectifs réalistes. Vous connaissez sans doute cet acronyme et ces objectifs SMART, c'est le S de spécifique, un objectif bien précis qu'on identifie clairement, mesurable. Voilà, si je sais pas, c'est un objectif de régime. Le mesurable, ça va être que si vous dites je veux perdre 3 kilos sur les 3 prochains mois, 3 kilos, 3 mois, ben c'est mesurable. Parce que 3 kilos, vous êtes, je sais pas, j'ai une bêtise, à 70 aujourd'hui, vous voulez être à 67, ou vous êtes à 82, vous voulez passer à 79, c'est mesurable. Suffisamment ambitieux, mais réaliste. C'est le ambitieux et réaliste. Il faut trouver le curseur, le bon curseur, et puis mesurable dans le temps. Un bon objectif a toujours une date d'atteinte, en tout cas une date prévisionnelle d'atteinte. Si vous dites, voilà, je vais atteindre cet objectif avant le 21 septembre, ben, le 21 septembre, vous ouvrez votre agenda et vous faites le bilan. Vous mesurez l'atteinte ou la progression vers l'objectif que vous étiez fixé pour le 21 septembre. 12e exercice, c'est d'apprendre, c'est de mettre dans votre quotidien des temps de méditation. Alors sans doute avez-vous lu beaucoup de choses sur le sujet, puisque on va dire que dans l'univers occidental et en France en particulier, la méditation depuis une dizaine d'années est montée en force dans toutes les pratiques. Il y a pas mal de boîtes d'entreprises qui mettent en place des temps de méditation. Toutes les études scientifiques, ça vient des médecins, on ne parle pas de méditation, si vous associez la méditation au gourou, aux choses un peu ésotériques, pas du tout. Alors c'est vrai que ça existe dans ces univers-là, mais l'un des premiers univers dans lesquels la méditation est reconnue et mise en place, c'est l'univers médical, ce sont des médecins. Et l'un des comment dirais-je, des médecins emblématiques en France qui ont mis la méditation au cœur de processus de guérison, d'accompagnement de patients, c'est le docteur Christophe André, qui est un médecin psychiatre qui a en grande partie, pas que lui bien sûr, mais popularisé, et sous cet angle médical de la médecine, popularisé la méditation dans le cadre d'accompagnement thérapeutique. Donc je vous donne les 8 étapes, enfin c'est pas 8 étapes, mais je vous propose 8 étapes, si quand même, pour arriver à un exercice de méditation. C'est d'abord de vous mettre dans une position, alors plutôt assise, mais une position droite. C'est pas assise avachie, vous voyez, il faut que le corps, il faut que votre dos ait une certaine, non pas raideur, mais dynamisme. Voilà, c'est pas les épaules courbées, etc. Vous êtes dans une position droite où vous maintenez en quelque sorte cette position. Et puis vous êtes attentive et attentif au point d'appui de votre corps, là où il repose. Point d'appui de vos muscles fessiers, de vos cuisses, éventuellement de votre dos, de vos jambes, de vos pieds, de vos mains. Et vous portez votre attention sur votre respiration. C'est ça le cœur d'une démarche méditative, c'est de vous connecter à votre corps et de laisser passer les pensées. L'acte méditatif consiste à ne pas réfléchir, à être juste attentif à ce qui se passe en vous et autour de vous, mais de laisser passer les pensées. Juste observer ce qui se passe, sans juger, sans analyser. Voilà. Toutes les études autour des exercices de méditation montrent énormément d'effets bénéfiques, bienveillants, bienfaisants, pour à la fois votre mental et à la fois votre corps. Je vous invite, même si c'est que 3 minutes par jour, vous voyez dans mon rituel quotidien, à mon réveil, donc je m'assois systématiquement tous les matins de ma vie, quel qu'il soit, même si j'ai une journée de dingue, ce qui est souvent le cas dans mon emploi du temps, mais c'est pas grave, j'aime ça. Voilà, c'est des journées de dingue, mais que j'organise telles quelles parce que j'aime ça. Eh bien, j'ai toujours ce temps où je m'assois sur le bord de mon lit avant de me lever.
Et j'interroge mon corps, j'interroge mon cerveau. Voilà, je suis là, je respire, je découvre ces premières secondes d'éveil et j'ai un plaisir immense à faire ça. Ça me prend entre 1 à 3 minutes, et rarement plus. Et ça me permet d'avoir les idées au clair. Ça me permet voilà, de découvrir mon corps au réveil. Et c'est une bonne transition avant le lever et avant ensuite le déroulement de ma journée. Ça me fait du bien, voilà. Et je le fais plus irrégulièrement, mais régulièrement quand même, c'est-à-dire 3-4 fois par semaine dans la journée. Vous voyez, en attendant sur le quai d'une gare mon train, plutôt que pendant 3 minutes d'être sur un smartphone et de faire défiler toutes les infos et de faire augmenter ma tension ou mon attention, et bien au contraire je lâche prise et pendant les 3 minutes avant que mon métro ou mon train n'arrive, et bien je fais ce type d'exercice où je me connecte à mon corps, à ma respiration, et franchement ça aide à être plus clairvoyant, plus concentré, plus efficace, même si 3 minutes après je suis sur mon smartphone. Mais je sais pas, j'ai une meilleure efficacité ensuite pour consulter et aller directement à l'essentiel. 12e exercice, donc méditer, suspendre le temps. 13e exercice, c'est de respirer en pleine conscience. Je suis sophrologue, donc je ne résiste pas au plaisir de vous faire découvrir un exercice qu'on appelle de cohérence cardiaque, où pendant 60 secondes, pendant 60 secondes, vous allez faire l'exercice, là tout de suite, ce 13e exercice, je vais vous demander de respirer en pleine conscience. Mais pour faciliter cet exercice, je vais vous guider. Vous allez avoir sur la partie centrale de cet écran une bulle rose qui va monter sur 5 secondes et je vais vous demander d'inspirer pendant que la bulle rose montera. Et puis je vous inviterai à expirer en soufflant par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille, à souffler quand la bulle rose redescendra. Voilà, et on va le faire 6 fois, ça monte sur 5 secondes, ça descend sur 5 secondes, ça fait 10, on le fait 6 fois, ça fera 60 secondes. Vous êtes prête et vous êtes prêts? Allons-y. Vous inspirez tranquillement et vous soufflez par la bouche en expirant. Vous inspirez et vous expirez. Vous inspirez et vous expirez par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille. Vous inspirez tranquillement à votre rythme et vous expirez tranquillement à votre rythme. Une dernière fois. Voilà pour cet exercice. Une dernière fois, pardon. Voilà, on est arrivé au bout des 60 secondes. Pardon de l'avoir interrompu à la 50e seconde. Ce type d'exercice apporte du calme. Là, je vous l'ai proposé sur 60 secondes, cet exercice qu'on appelle de cohérence cardiaque, encore une fois, qui est beaucoup utilisé dans l'univers médical, dans l'univers infirmier, pour calmer les patients. Vous apportera une paix intérieure, ralentira dans 9 cas sur 10 votre rythme cardiaque. Donc c'est un exercice super intéressant pour prendre soin de vous. Vous pouvez faire à tout moment, encore une fois, en attendant un train. Encore une fois, moi je le fais, vous voyez, sur des micro-temps dans ma journée, par exemple quand mon ordinateur s'ouvre ou quand un fichier se télécharge. Et bien plutôt que d'attendre, vous voyez, pendant 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, le fichier s'ouvre, vous avez le pourcentage, vous savez, qui défile si vous, je sais pas, vous téléchargez un fichier via WeTransfer ou autre, voilà, il y a toujours un temps qui dure, bon, ça dépend de la taille du fichier bien sûr, on va dire qu'il dure entre 5 secondes et puis 30 secondes, et ce sont des temps morts en fait, c'est des temps même qui peuvent nous procurer du stress parce qu'on attend, on se dit oh là là, je suis pressé, etc. Ben, vous pouvez sur tous ces temps d'attente là, où je sais pas, votre café coule, vous voyez, vous allez à la machine à café ou même chez vous, le temps que le café se coule, ben, c'est souvent 20 secondes, 25 secondes, 30 secondes. Plutôt que d'attendre l'œil morne ou en attendant de façon stressée en pensant à ce qui va venir dans votre journée, eh bien vous pourriez profiter de ce temps où votre café coule, où votre eau pour votre thé chauffe, eh bien vous pourriez en profiter pour respirer de cette façon. Respirer en pleine conscience apporte du calme
et de la paix à votre cerveau et à votre corps. Ça vaut le coup d'essayer en tout cas, si vous n'êtes pas coutumier de ce type d'exercice. Exercice numéro 14 pour prendre soin de moi, c'est lorsque vous avez des soucis ou des choses à faire, plutôt que de les repousser sans cesse, qui augmentent votre stress, et c'est de faire face, c'est de gérer et de ne pas fuir. Alors évidemment, si vous avez un tigre sous les yeux, même si vous aviez ce tigre sous les yeux lors d'une balade dominicale, eh bien, je vous inviterai à ne pas fuir, parce que si vous fuyez devant un tigre, je pense que son réflexe de félin chasseur fera qu'il vous sautera dessus. Si vous ne bougez pas, si vous faites face, vous avez plus de chances de survie. Vous voyez, ça fonctionne même si vous êtes face à un tigre. Donc je vous invite dans votre to-do list pour faire face à ce à quoi vous devez faire face, que ce soit dans un univers professionnel ou dans un univers personnel, eh bien cette to-do list vous invite à poser le problème, à en faire l'analyse. Ok, j'ai ça à gérer, voilà. Alors, voilà. De commencer à lister les actions qu'il faut faire pour résoudre ce problème, étape par étape, et puis de programmer ces étapes dans votre emploi du temps avec courage, avec ténacité, puis de faire face et d'y aller. Ouais. Retenez que de faire face aux problèmes, de les gérer, c'est prendre soin de vous. Et que si vous les laissez filer, si vous procrastinez beaucoup sur ce qui doit être fait, eh bien vous ne prenez pas soin de vous parce que vous allez augmenter le stress, vous allez augmenter les nuits difficiles, le sommeil un peu plus chahuté, etc. Vous mangerez peut-être de façon non équilibrée. Il y a plein de désintérêt sur le prendre soin de ça, à ne pas faire face aux problématiques que l'on a à gérer. Et puis, 15e et dernier exercice pour prendre soin de vous. Alors, la liste, encore une fois, est longue, hein, c'est un dernier exercice parce que j'ai fait un choix. Mais c'est d'accepter de vous faire aider quand vous avez besoin de vous faire aider. Médecin, sophrologue, nutritionniste, psy, que ce soit un psychiatre ou un psychologue, un coach sportif si vous voulez vous remettre au sport, vous mettre au sport. Ça peut être une association avec laquelle vous avancez, un ami, un collègue, un parent, un enfant. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être aussi se faire aider via des outils comme une appli sur un téléphone, un livre, une conférence comme celle que je suis en train de vous donner. Voilà, mais d'accepter, et ça peut être l'acte suprême, la décision suprême pour vous, pour prendre soin de vous, c'est d'accepter de vous faire aider, de ne plus ou de ne pas rester seul. Voilà, par rapport aux difficultés qui sont les vôtres. Prendre soin de soi, pour écran de synthèse, prendre soin de soi, c'est fondamentalement, c'est un acte de résilience. Plus vous prendrez soin de vous, plus vous serez résiliente, plus vous serez résilient. La résilience, c'est votre capacité à trouver en vous, à vous appuyer sur vos ressources, à mobiliser vos ressources pour dépasser les blocages, dépasser les souffrances, dépasser les échecs. Voilà. Donc, il y a un grand intérêt, en conclusion de cette conférence, à prendre soin de vous. Pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous à la mi-octobre, puisqu'il se trouve que pendant cette période de confinement, j'ai fait plein de choses. J'ai été empêché de faire plein de choses, je suis indépendant. Par exemple, je n'ai pas pu former tous les groupes qui étaient prévus, mais j'ai fait d'autres choses et j'ai notamment écrit ce livre, 365 jours pour prendre soin de moi, publié aux éditions ESF et qui sortira à la mi-octobre 2020. Donc vous avez sous les yeux des premières maquettes de ce livre, puisqu'au moment où j'enregistre cette conférence, les maquettes ne sont pas tout à fait calées. Voilà, donc vous avez le principe graphique de ce livre qui comportera 378 pages et sur chacune des 365 pages intérieures, eh bien vous aurez ce type de conseils, ce type de suggestions, ce type d'exercice à faire autour du prendre soin de soi. J'ai pris un plaisir immense à écrire ces petites phrases qui sont des phrases parfois inspirantes, parfois qui vous poussent à la réflexion, parfois aussi qui vous poussent à l'action. Et l'idée, c'est que à la fin de la lecture de ce livre, 365 jours pour prendre soin de moi, eh bien, vous puissiez identifier 10, 15, 20, 25 phrases qui font sens pour vous et que vous puissiez les inscrire dans votre emploi du temps et dans votre vie pour prendre soin de vous. Voilà, en cas de questions sur à la fois ce sujet, à la fois
sur la mise en place, pourquoi pas, de conférences au sein de votre institution, de votre entreprise, eh bien, je suis là, je suis Gilles Payet, vous l'avez compris. Je suis coach, formateur, éditeur, auteur, sophrologue également, et je suis également conférencier. J'anime une grosse dizaine de conférences par an dans le cadre d'entreprises sur les thèmes à la fois de l'efficacité professionnelle, mais au-delà de l'efficacité professionnelle, sur des thèmes plus transversaux, plus philosophiques, plus sociologiques ou plus attachés au développement personnel. Et ce sont toujours des moments très agréables, à la fois pour moi en tant que conférencier, mais bien souvent pour les collaborateurs des entreprises qui participent à ces conférences, puisque ce sont des thèmes souvent très intéressants. Voilà, donc vous avez, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez mes coordonnées qui s'affichent sur cet écran. J'espère que cette conférence, en tout cas, vous l'avez trouvée intéressante, vous l'avez trouvée utile et que parmi les 15 conseils, pas les 15 conseils, les 15 exercices que j'ai partagés auprès de vous, eh bien, il y en a un ou deux que vous pourrez mettre en action pour prendre soin de vous.